du coup un ancien footballeur professionnel. Vous avez, vous êtes allé en Ligue 1, vous avez dès 18 ans remporté la Coupe Gambardella en 1998. Vous avez été l'un des, je cite, l'un des artisans de la montée en puissance du club sang et or, ce qui est marqué sur Wikipédia. Donc voilà, vous avez... Oui, allez, continue, c'est exactement ça. Tout mon parcours. Vous avez été en relation. Alors, on va s'arrêter d'abord parce que sinon ça va trop vite. 88, la Gambardella, pour ceux qui savent pas ce que c'est, il y a des footeux, là, je discute avec eux, ils savent ce que c'est la Coupe Gambardella, on raconte peut-être pas. C'est la Coupe de France junior, c'est ceux qui ont 18 ans. Et voilà, dans ma formation, avant de partir à Marseille, à l'OM, donc on a eu la chance d'être champion de France junior, voilà. Et ensuite, dans l'historique de ma carrière, je suis parti de 2 années stagiaire à Marseille, à l'OM de l'époque, c'était comme le PSG d'aujourd'hui, qui joue tout à l'heure contre Bruges. C'était les épopées pour les plus anciens, ils s'en rappellent, les épopées tapis et tout ça, quand l'OM a gagné le seul club d'ailleurs qui a gagné la Coupe d'Europe de la Champions League en 93. Et puis, j'ai fait 2 années stagiaire à l'OM, et ensuite je suis parti 2 ans dans un petit club à Louan-Cuiseaux pour faire mes armes. J'étais en équipe de France Espoir. Et après, je suis parti à Lens en 92. Voilà. Voilà, vous avez aussi été blessé et ça a changé votre vie, mais ça, on n'en parlera pas tout de suite. D'abord, on va parler un petit peu de votre niveau. Comment êtes-vous finalement arrivé à ce niveau-là? Quels sont les entraînements? Quels sont les sacrifices aussi pour arriver à ce niveau? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent être pro. Maintenant, c'est un métier qui... ça a toujours été... D'abord, il y a la passion. Je pense que pour tous les gamins, le football est universel, c'est-à-dire qu'on peut jouer dans la cité le plus pauvre, le plus riche, le plus grand, le plus beau, ou peu importe, mais tout le monde peut jouer. Déjà, c'est une première aspiration, c'est que le football est ouvert à tous et à toutes. Et puis, ben, les concours de circonstances et les rencontres d'une vie. J'étais pas forcément le meilleur pour pouvoir jouer enfin, c'était pas prédestiné, si on peut dire. Après, on va pas rentrer dans la prédestination, mais j'ai rencontré un entraîneur qui, lui, était très frustré parce que ses parents l'avaient empêché de tenter sa chance en tant que chez les pros. Donc, il a retransmis cette frustration sur l'ado que j'étais, et comme les gamins de l'époque, enfin, ou même aujourd'hui, on s'entraînait qu'une fois le mercredi après-midi dans mon petit club. Et lui, il est arrivé à 12 ans, de la 6e, 5e, 4e, 3e. Il a commencé à tout révolutionner, on s'entraînait 2, 3 fois par jour. Il m'a donné du goût. Donc c'était une première rencontre très importante qui m'a vraiment donné du goût de devenir un joueur de foot. Et puis deuxièmement, j'ai découvert aussi mes capacités, donc ça a été les deux en même temps. Et puis d'ailleurs, j'ai tenté ma chance, donc voilà, et puis ça a fonctionné. À l'époque, c'était dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Les centres de formation n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui dans les clubs professionnels. Avant, dans les années 1960-70, l'équipe de France de foot, elle ne ressemblait pas à ce qu'on voit depuis 98 ou la championne du monde. On prenait plutôt une tarte contre les Anglais, 4-0, 5-0, et la Fédé, elle a réfléchi. Et elle avait dit, il va falloir quand même qu'on fasse un pôle unique en France pour pouvoir former des types. Et c'était à Vichy, c'était l'INF Vichy, l'Institut National du Foot. Donc c'était vraiment le pôle central. Donc on venait de toute la France pour essayer d'intégrer l'INF. Et derrière, on faisait 3 années de formation, 16 ans, 19 ans, c'est là où j'ai été champion de France junior. Et donc j'ai eu la chance d'intégrer ce pôle, et c'est ça qui a vraiment lancé si on peut dire, mon aventure chez le monde professionnel. Très bien. Voilà. Mais du coup, vous avez parlé de vos entraînements et vos sacrifices. Les sacrifices. Alors, je suis parti à... D'abord, le premier sacrifice, c'était les parents. Voilà, à 16 ans, il a fallu tout quitter et puis partir. Et puis, d'ailleurs, c'était aléatoire parce que bon, on savait pas trop si ça allait fonctionner. Au final, à travers un type qui était malade, un autre qui était blessé, je suis arrivé, j'ai fait un bon match. Et c'est passé. Et puis après, évidemment, c'est comme dans tout corps de métier exigeant, qui demande une réussite. C'est une espèce de sacerdoce où il faut penser uniquement à
être performant, à bien se nourrir, à bien manger, parce que l'outil de travail c'est notre corps, donc on est obligé de se donner au maximum et bien se reposer. Enfin voilà, il faut faire attention. Donc du coup, sacrifice, bah oui, il faut pas trop faire la fête, faut pas trop, voilà, faut être sérieux, il faut se concentrer, puis se préparer pour les matchs. Donc, puis évidemment, les entraînements sont très intensifs, donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous étiez un joueur, vous étiez gardien. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce rôle? Oui, le gardien de but, c'est vrai que c'est un rôle particulier, dans le sens où on est vraiment le dernier rempart, on compte sur nous. On n'a pas le droit à l'erreur, comme peut-être un autre joueur, il y a encore un attaquant, un milieu, il y a quelqu'un encore derrière qui peut rattraper l'erreur. Nous, non, on est sans filet, si on peut dire, sans mauvais jeu de mots. Et la seule chose qu'il faut, c'est d'essayer de bien avoir une bonne lecture du jeu, de s'entraîner dur et de faire le geste juste au moment où le ballon arrive. Donc c'est tout un entraînement, et puis c'est aussi une expérience à trouver. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est un peu à part, on est un peu seul parce que, mis à part un gardien de but, personne ne peut comprendre un autre gardien de but. Voilà. Bon, on va lancer une courte vidéo sur vous, sur vos performances. Ça m'arrange puisque je suis là. though time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing here we go again. I would call you up every Saturday night, and we'd both stay out till
Elles sont rentrées quand même. Vous n'avez arrêté plus. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler, on a vu voilà, de magnifiques arrêts, est-ce que vous pourriez nous parler de vos grands moments qui vous ont permis peut-être à d'autres de vous découvrir ou à vous-même de vous découvrir, que ce soit sur le terrain ou autour? Est-ce que vous en avez en tête? Des grands moments. Alors il y a des moments forts, hein, il y a des moments. Les grands moments, ce sont les titres. Les titres, ça c'est une communion avec les gens, c'est exceptionnel. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vécu quand la France était championne du monde dernièrement. Peut-être malgré vous, vous avez été heureux, ou même en 98. Voilà, c'était peut-être encore plus fort. Donc ça, c'est une communion, c'est assez inexplicable et c'est vraiment un soulèvement du peuple, vraiment content, heureux. Donc ça, ça reste gravé parce que Lens, là, on a vu les images quand j'étais à Lens. Lens, on a fait partie de la génération, notre génération est une génération qui a été la seule dans l'histoire du club à avoir gagné des trophées. Donc pour Lens, c'est une histoire très particulière, c'est les corons, c'est un peu les ouvriers qui ont fait cette histoire. Donc c'est les gens pauvres du peuple. Donc on les a mis sur le toit de la France, devant les grandes écuries. Donc pour eux, ça dépassait carrément le sport. On était vraiment dans quelque chose d'exceptionnel. Donc ça fait partie des moments assez extraordinaires qu'on a pu vivre à travers le sport, à travers le football. Et maintenant, petit instant potin, est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous sortir sur des joueurs célèbres? Faire attention si on est filmé là. Parce qu'après ça a vite fait de diffuser. Je dirais pas de nom. Hein. Mais on était. Non mais non, on va pas en dire. On était la veille, on jouait un match important à Lens, et puis la veille du match, je crois contre Marseille, Paris, un gros, très grand match. Et puis le soir, le téléphone sonne, on avait quand même les téléphones à l'époque, et on me dit, il y a un tel, il est sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que tu me racontes? Je peux pas être sur les Champs-Élysées, on joue demain, c'est pas possible. Si. Et alors, il n'y avait pas, ça commençait le début des photos, il m'envoie la photo. Alors il était non seulement sur les Champs-Élysées, mais en plus il a fait toute la nuit, et il est rentré le lendemain matin. Voilà. Alors bon, il était remplaçant. Il est rentré, il a marqué. Alors la morale de l'histoire, c'est, on lui a dit surtout ne recommence plus, parce que sinon après il allait toujours sortir. Mais bon, une anecdote qui est un peu croustillante dans le sens où bon, le club l'a quand même mis à l'amende après, mais voilà les mauvais exemples aussi du foot. Okay. On peut parler maintenant un peu de célébrité d'argent, mais pas forcément du côté négatif. Est-ce qu'il y a des joueurs célèbres qui vous ont inspiré dans votre jeunesse, ou même encore maintenant? Alors, dans ma jeunesse, j'étais inspiré par un gardien qui s'appelait Jean-Luc Ettori, qui était à l'AS Monaco. C'était un gardien qui... voilà, Jean-Luc. Il était très, comment je vais dire, il a fait qu'un seul club, il était très fidèle à son club de l'AS Monaco, chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. Alors, il n'était pas forcément, je dirais, charismatique dans le sens, il avait des grandes qualités, mais il était très tonique, il avait une très, très grande détente et des très bons réflexes. Voilà, donc ce gardien m'a beaucoup frappé, je me suis beaucoup inspiré de lui, notamment sur les arrêts réflexes. Voilà. Aujourd'hui, celui qui m'inspire, c'est Kylian Mbappé. Il m'inspire, ce garçon. Je trouve qu'il est frais, il est mature dans sa tête, on voit vraiment pour l'instant, il n'est pas... Le système ne le pollue pas trop, il est encore nature, donc ça me plaît bien. Très bien. Et vous m'aviez parlé également de, je crois, Thierry Henry. Alors Thierry Henry, oui, alors j'ai joué contre lui, avec lui à Arsenal. C'était très surprenant pour lui. Il avait une espèce d'emprise sur le jeu, une facilité, une aisance technique, une aisance physique. Il arrivait à mettre les gardiens de but hors de portée. Donc j'ai rarement vu ça. C'est vraiment un joueur qui m'a impressionné. En plus, il m'a mis beaucoup de buts, donc c'est pour ça que je lui en veux un peu, c'est pour ça que je dis ça d'ailleurs. Très bien. On parle aussi un peu d'argent. On parle beaucoup du club, en ce moment, et c'est peut-être une histoire qui est un peu plus vieille aussi, du PSG qui serait sponsorisé, entre guillemets, par le Qatar.
En quoi c'est un scandale? Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il y a un article de Michel Platini, je ne sais pas si on l'a, aujourd'hui, Michel Platini, bon, pour les initiés et les non-initiés, c'était quand même un grand joueur de foot dans les années 80, en équipe de France. Aujourd'hui, voilà, il met un gros tacle sur le PSG, parce que, grosso modo, il dit, et il a raison, je pense, il dit qu'aujourd'hui, l'argent est roi. C'est la seule possibilité de pouvoir gagner des trophées, c'est d'acheter les meilleurs joueurs et puis quitte à perdre son identité. Et moi je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui il faut que le monde du sport et le monde du football, peut-être le monde politique aussi, s'en mêle, parce que on peut dire l'argent ne fait pas tout, il y a une identité, les clubs sont identitaires, ils sont dans un endroit, dans un lieu. Paris s'appelle Paris, d'ailleurs il dit dans l'article que si on continue comme ça, ou plutôt, il n'y a qu'un seul Français qui joue, il dit Mbappé, l'entraîneur est un Allemand, bon alors très bien, hein, mais il dit bientôt ça va s'appeler le FC Coca-Cola, quoi. Et alors, bon, il va se faire fracasser, mais bon, tant pis, mais il a raison. Et moi je partage son avis, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des quotas de nationalité de clubs là où on est. Parce que le PSG, c'est le Paris Saint-Germain. En plus, bon, ici, Paris Saint-Germain, il n'y a plus de connotation. Donc, l'argent, il en faut dans le monde du football, ça c'est sûr. Je pense qu'il devrait y avoir une régulation éthique sur les sommes qui sont employées. Parce que si on réfléchit, les joueurs sont payés de façon astronomique. Je ne vais pas cracher parce que ça fait partie de mon métier, ça fait partie de ma vie aussi. Mais quand un joueur commence à coûter plus qu'un Airbus, qui lui a un but, si vous allez de Lyon à... Bon, vous prenez l'Airbus, mais un joueur de foot, c'est uniquement pour faire du foot. Dans le monde dans lequel on vit, je pense qu'il y a aussi la FIFA et l'UEFA à se poser sur le problème d'éthique par rapport aux sommes qui sont distribuées. Mais au-delà de ces sommes-là, on n'y peut rien, ni vous ni moi. Je pense qu'il y a vraiment une question identitaire à trouver. Par exemple, j'étais en Allemagne, ça ne se pose pas, toutes ces questions où le monde étranger vient parce qu'il y a du pétrole ou du plastique ou je sais pas quoi et qui achète le club, en devient possession et puis achète ce qu'il veut. En Allemagne, non, il y a une tripartite, il y a le maire de la ville, les supporters et aussi, ils peuvent pas être, l'investisseur ne peut pas être majoritaire. Voilà, donc on va pas faire de politique, mais voilà, moi je suis d'accord avec Michel Platini dans le sens de dire il faut quand même se poser de bonnes questions parce que bon, l'argent ne peut pas tout acheter et on oublie l'essence du football parce que voilà, bon. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont qu'une idée en tête, c'est de devenir footballeur. Pourquoi? Parce que ça gagne des millions. Ben oui, mais c'est pas la même visée que d'aller jouer au football et de partager une passion avec des amis ou et on parlera après de partager je dirais une culture du partage avec la différence avec son partenaire qui peut être d'une origine complètement différente, mais on est obligé de se décentrer, on est obligé de partager avec lui, après on est obligé d'affronter l'adversaire, et puis après il y a les règles du jeu, donc ça fait trois aspects qui sont vraiment, et qui donnent des dimensions humaines qui n'ont pas de prix. Alors voilà, je veux dire, il faut que le monde professionnel réfléchisse par rapport à tout ça, parce que les jeunes se trompent de visée. Voilà. J'ai juste lire le message de Platini parce que moi, je crois qu'il était un peu petit et je suis pas sûr que tout le monde ait pu lire. Aujourd'hui, vous achetez tous les meilleurs joueurs et vous gagnez. À déplorer la légende de l'équipe de France. Tout est basé sur la richesse, le président est qatari, le directeur sportif est brésilien, l'entraîneur est allemand. Il y a un Français dans l'équipe. Pourquoi ça s'appelle le Paris Saint-Germain? Parce qu'il y a 40 000 personnes, une grande population, qui aiment son club, d'accord. Mais bon, ça pourrait aussi s'appeler Coca-Cola ou autre chose. Voilà. Mais moi je suis d'accord avec Platini, je veux dire, bien sûr on n'a rien contre les Allemands, les Brésiliens, voilà, c'est des footballeurs et qui viennent, c'est très bien. Mais je veux dire, il faut réfléchir à tout ça parce que le club a une identité, puis il est en France, jusqu'à preuve du contraire, c'est le PSG, quoi, voilà. Bon, voilà. On reste dans les polémiques, on parle beaucoup aussi en ce moment des chants homophobes, de la fédération qui voudrait arrêter, de ce que j'ai compris, les matchs dans lesquels les gens commencent à trop chanter des chants homophobes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on va dire? Je pense que tout prend des proportions qui sont surdimensionnées. Je veux dire, l'homophobie vient s'intégrer dans le monde du football. On dépasse un cadre qui...
veux dire, on est dans un droit, enfin pas dans un droit, dans un espace de la morale naturelle. Je vois ce que ça vient faire dans le monde du football. Je veux dire, qu'il y ait des homosexuels, il y en a depuis toujours. Voilà, ça me regarde pas. Je dirais ce que font les personnes homosexuelles. Dans l'espace naturel, si aujourd'hui notre humanité elle en est, c'est parce que dans le droit naturel, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont unis. Voilà, ça fait partie du droit naturel. Maintenant que les homosexuels revendiquent certaines choses, bon, ils ont le droit aussi. Qu'est-ce que ça vient faire dans la tribune? On vient pour jouer au football, on donne une possibilité à des personnes qui sont supporters de faire parler d'eux, parce qu'ils ont stigmatisé des gens qui revendiquent une homosexualité, se sont fait partie d'une minorité de gens dont on fait une majorité, un maxi problème. Je crois qu'il faut remettre tout ça dans son contexte. Le président de la fédération a été clair sur ce sujet. Il ne faut pas que ni l'homophobie des personnes qui veulent tuer d'autres personnes s'impose, mais d'un autre côté, il ne faut pas que l'homosexualité veuille imposer une minorité d'événements à toute la population. Donc il faut que tout ça reste calme et à sa place, à mon avis. Donc il ne faut pas arrêter les matchs et puis il faut que chacun reste bien chez soi. Voilà, c'est mon avis. Très bien. Changement drastique de sujet. Aujourd'hui, on est face à un phénomène de plus en plus courant. Des joueurs de football revendiquent leur foi. On pense à Olivier Giroud, Neymar, Griezmann, j'en oublie quelques-uns. Il y en a de plus en plus. Mais quand on parle beaucoup du football, maintenant on a l'impression que c'est presque une religion pour eux. Est-ce que c'est possible, dans le monde professionnel, du coup, Ligue 1, Ligue 2, d'accorder la foi avec l'univers du football? Ça a toujours été, hein. Moi je l'ai pris aussi, on reviendra peut-être à mon sujet après, mais je l'ai pris aussi pour une religion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut réussir dans n'importe quel domaine, on est obligé de se consacrer, de se concentrer, de mettre tout son être, sa personne, sur notre possibilité, notre capacité, notre talent. La seule chose, c'est que on dépasse cette frontière et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va nous rappeler, malgré nous, qu'il y a quelque chose de plus grand que le sport. Alors, ça ne devient pas une religion, c'est juste que, ça devient une religion, si, parce que du coup, on la montre, les médias la montrent comme une religion. Donc il faut vraiment que, c'est très bien qu'il y ait des gens comme Griezmann, comme Giroud, comme Neymar, témoignent que Dieu est plus grand que le football et que le football vient après, que c'est pas la finalité d'être joueur de foot ou d'aller au stade. Voilà. Et donc vous aussi, vous faites partie des gens que Dieu accompagne sur le terrain, puisque vous êtes... voilà. Et quel est votre rapport à la foi? Comment avez-vous chopé ce virus? Alors je l'ai chopé, si on peut dire. Alors, moi, je suis d'origine Pologne-Warmus, c'est d'origine polonaise. Quand mes grands-parents sont arrivés chassés de la Pologne, Deuxième Guerre mondiale, ils se sont installés dans un quartier au plein centre de la France, à Montceau-les-Mines. Mon grand-père polonais a trouvé du travail là. C'est des Italiens et des Polonais, donc il a rencontré ma grand-mère italienne, et du coup, c'est mon père aîné. Donc moi, j'ai vécu dans ce milieu ouvrier polonais-italien. Et donc, bon, il y a quand même la foi, les Italiens et Polonais ont la foi, donc moi j'étais baptisé. J'ai suivi un cursus, on parle de la foi, j'ai suivi un cursus, mon catéchisme, j'ai fait ma première communion. Et puis moi, j'étais un étudiant, on va dire 10, juste pour avoir la moyenne, mais je voulais tout le temps jouer au foot. Voilà. C'est la chose qui m'intéressait, jouer au foot. Bon. Donc du coup, ça a bien marché. Alors la foi et le caté, je l'ai mis de côté, et puis je me suis concentré uniquement sur le foot. Donc je fais ce que je critique là, j'ai fait ce que je critique là. Et puis ça a bien marché, du coup j'ai fait, comme je vous ai dit, l'INF. Voilà, j'ai rencontré mon épouse, on s'est mariés à la cathédrale. Bon, il n'y avait pas rien, j'étais pas athée au sens du terme, voilà, un catho mou, si on peut dire, même pas un catho mou, voilà, un petit peu de temps en temps à l'église. Et puis moi, j'ai fait le foot. Donc ça a marché, j'ai signé pro à Marseille, Louhans, comme on a vu à Lens. Et puis en 1996, Lens-Nantes à Lens, et Michel Derzakarian, l'actuel entraîneur de Montpellier,
tire un coup franc, et je vais chercher le ballon, comme on a vu là, et je retombe mal sur mon genou ici gauche. Et vraiment une grosse blessure. Et là, je ne peux pas me relever, voilà. Donc on fait les examens, tout ça, donc bon. Et le chirurgien me dit, bon allez, on va opérer, bon, ça, voilà. Allez, on va en rééducation, j'y vais, reviens, ma jambe ne pliait pas plus de 20 degrés. Bon, il dit, écoute, on va faire une deuxième opération, il faut que tu ailles rééduquer. Voilà, pareil, pas plus de 20 degrés. Donc, il me dit, en fait, écoute, je te l'ai pas dit, mais peut-être que tu pourras plus jamais jouer au foot parce que bon, ta blessure est sévère. Alors là, c'était pour moi un coup de tonnerre parce que j'avais pas imaginé que je pouvais ne pas faire autre chose que le foot, comme je viens de dire. Et là, on était à la veille de la 3e opération, j'étais tout seul dans ma chambre, et là, je me suis mis à pleurer comme un gamin, ça faisait à peu près une quinzaine d'années que je n'avais pas pleuré. Et j'ai dit à Jésus, je dis, écoute, ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé, il faut que tu me donnes un coup de main, parce que je vais mal barrer, quoi. J'ai arrêté de jouer au foot. L'opération s'est bien passée. Et pour moi, c'était vraiment un moment déterminant, parce que je suis entré dans un moment de relation personnelle avec lui. Et surtout, c'est l'entrée dans la prière. Voilà, à partir de ce moment-là, de 96, j'ai commencé à avoir un chemin de prière, à aller à l'église, à prier, à faire, je dirais, ma foi un peu personnelle. Voilà. Et puis, donc j'ai repris, je suis revenu physiquement, on était champion de France avec Lens. J'ai fini toute ma carrière, jusqu'à, on a vu Lens, Arsenal, Dortmund, Monaco. Et à Monaco, en 2006, je me blesse l'autre genou. Mais c'était moins grave. Bon, donc l'opération se passe bien, mais il y avait un petit truc, et puis le chirurgien me dit, écoute, je vais laisser ton petit morceau de ménisque. Si ça ne marche pas, il faudra l'enlever. Puis au final, ça n'a pas tenu. Et il a fallu l'enlever. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que la veille de l'opération, c'est une arthroscopie, je ne sais pas ce qui me prend, et je fais cette prière, je dis, écoute, si ça se passe bien, j'irai me confesser. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'opération, complètement à côté du sujet, mais je dis ça, j'irai me confesser. Bon. Alors, évidemment, l'opération se passe bien, et puis alors, la confession... Hop, j'oublie, on reprend l'entraînement, terminé, voilà. Et puis le temps passe, et puis on était en famille, et entre Monaco et Nice, il y a un petit sanctuaire, s'il y en a qui connaissent, ça s'appelle Notre-Dame de Laguet, et on descend, alors, la navigation me disait d'aller tout droit, genre on devait aller dans l'arrière-pays, puis finalement je prends à droite, je sais pas pourquoi, tac, et boum, je tombe sur ce sanctuaire, et puis là je descends, je dis oh c'est beau et tout ça, puis d'un seul coup il y a une espèce d'angoisse, un truc qui revient, une conscience, il dit souviens-toi que tu avais promis d'aller te confesser. Ah, c'est vrai, je l'ai dit. Hein, bon. Je rentre dans le sanctuaire, et là il y avait le prêtre, bon, il était là, il est sur un banc en bois, il y avait une personne avant moi, donc j'attends mon tour. Donc je rentre, bonjour mon père, bonjour monsieur, il me pose la question, la dernière fois que vous êtes confessé? Et c'est la première fois. Elle m'a regardé, j'ai bien cru qu'il allait faire fermer le sanctuaire, hein, tellement que il allait avoir du boulot. Hein. Et puis bon, ça a été un moment qui a été pour moi déterminant et radical. L'entrée dans la foi, dans la prière, mais 10 ans après, c'est l'entrée dans les sacrements de l'Église en fait. C'est-à-dire que ça a été pour moi vraiment la découverte de ce que sont les sacrements, de ce qui est aussi la dévotion mariale, parce que jusqu'à ce sanctuaire de Marie, je n'avais pas eu l'occasion peut-être de la prier, enfin, en tout cas, je n'ai pas souvenir. Donc voilà, c'était pour moi déterminant on va dire, le retour au baptême. Le retour au baptême, c'est situé comme ça. Et puis, depuis, voilà, les choses à la foi. Très bien, vous êtes à présent, vous êtes entraîneur dans un club de foot pour jeunes. Vous essayez aussi de parler peut-être un peu de la foi dedans. Mais quelles sont du coup toutes les valeurs, par la foi ou autres, que vous essayez de transmettre à ces jeunes, et quelles sont, à côté du coup, les prises de conscience que vous pensez nécessaires? Je pense qu'il n'y a pas besoin évidemment, on a une visée catholique, enfin, en tout cas moi j'ai une visée catholique dans le sens de l'universel, d'apporter le message universel de la réalité de Dieu, c'est-à-dire que de l'incarnation, Dieu a vraiment montré son visage, il s'est vraiment incarné par son Fils, par sa mère, comme on l'a dit,
Mais au-delà de ce message-là, le monde du football nous développe des valeurs qui sont à l'inverse de ce que le monde veut nous donner. C'est-à-dire, c'est pour ça que je peste quand on met l'argent, comme on l'a dit Platini, c'est bien ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que le monde du football va nous pousser à nous dépasser. Et dans un cadre qui est bon. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le plus pauvre et le plus riche peuvent se mélanger, se côtoyer. Il veut t'obliger de tenir compte l'un de l'autre. Voilà. Donc de faire attention à l'autre. Parce que si je joue trop égoïste, bah, les copains, ça ne va pas aller. Puis même toute l'équipe et l'entraîneur vont me dire, bah, écoute, tu la joues perso. Donc hop, on va me dire, bah, arrête de jouer perso. Il va falloir avoir un langage commun, un esprit d'équipe. Donc ça, c'est le premier point. Donc le petit gamin qui arrive et puis qui dit, moi je, bah, moi je rien, puisque si tu joues tout seul, tu peux pas. Par contre, il faut faire des passes, il faut te replacer, il faut te placer, il faut tenir compte des autres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'en face de vous, vous avez le même type qui est aussi bon, mais en même temps, il va falloir donner l'échange, il va falloir être encore meilleur. Donc il y a un rapport où on va pousser sa mécanique, qui a un côté un peu viril, mais bon, mais sain, pour pouvoir encore être meilleur et se donner dans le bon sens du terme. Et le troisième, c'est que vous avez des règles qui vous obligent à en tenir compte. Donc, au final, si on réfléchit, c'est collectif, vous avez un adversaire et vous avez un règlement. Donc, vous êtes cadré. Donc, ça ne peut que vous rendre vertueux. Voilà. Donc, le football en lui-même, il ne faut pas le toucher. Il faut simplement faire attention à appliquer les bonnes... être un bon éducateur en tant que tel, pour mettre les... Voilà, pour pas vouloir gagner à tout prix. C'est l'erreur de certains éducateurs qui veulent mettre les grands pour gagner. Non, je dirais pas qu'on s'en fiche, parce qu'après, c'est mon professionnel, c'est autre chose, mais chez les jeunes, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que la personne qui est dans le maillot, elle puisse bien évoluer en tant que personne, et non pas mettre un joueur de foot pour fabriquer un type qui va être une machine à gagner, quoi. Voilà. Très bien. Et comment vous faites, donc vous êtes en tant que manager, comment vous faites pour gagner la confiance et l'adhésion de ces jeunes? Comment vous arrivez à les pousser au meilleur d'eux-mêmes? Alors, par expérience, dans les équipes, il faut être vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver avec votre tablette et puis vos schémas, que Guardiola, je ne sais pas qui est. Voilà. Les mecs en face, ils vous remballent. Même les jeunes, il faut être vrai. C'est-à-dire qu'ils sentent la personne qui est vraie. Il faut être vous-même. Voilà. Faut vos qualités, vos défauts. Vous pensez que ça, c'est... Voilà. Tac. Donc, si vous êtes vous-même, le message premier, c'est celui-là. N'oubliez pas qu'en face, on a des personnes. Les personnes vous voient tel que vous êtes. Donc, si on cherche à être... c'est fichu. Par contre, si vous êtes avec votre faiblesse et vos qualités, alors, il ne faut pas trop de faiblesse quand même, pas trop la montrer quand même, mais voilà, il faut être vrai. Ça, c'est le premier point, ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire qu'en tant que manager, en tant qu'éducateur, il faut être un type vrai. Et une question toute bête, Dieu s'intéresse-t-il au foot? Aimé Jacquet a dit, qu'est-ce qu'il a dit pour la finale? Ah oui, il a dit pour la finale de la Coupe du Monde 98, il a dit ceci: je sais que Dieu existe et qu'il n'a pas pu faire autrement que d'apprécier notre victoire contre le Brésil. C'est bon ça? C'est beau. Hein? C'est bon ça. Les Brésiliens sont toujours en train de prier Jésus et ils en ont 5 Coupes du Monde. Mon Dieu l'a partagé, voilà. Donc très bien. Du coup, on va pouvoir passer aux questions du public. Donc si vous avez des questions, vous pouvez juste lever la main, je vous apporterai le micro, ou même directement parler, je pense que vous entendrez, on n'est pas très nombreux. Merci beaucoup pour votre témoignage. Vous êtes entraîneur auprès des jeunes. Est-ce que dans la manière dont les jeunes accèdent au football, est-ce qu'il y a des changements de l'argent? Parce que apparemment, ce que j'ai vu, il y a des agents qui font beaucoup plus autour des jeunes. Est-ce que comment vous essayez de vous aider les jeunes à se préserver de cet univers un peu toxique? Très bien. C'est catastrophique. Les gamins à 14 ans, il y a des clubs qui donnent un petit peu d'argent par an pour les emmener dans... C'est une pression sur le jeune. Non, on dénonce, faut pas. Je veux dire, par expérience, l'évolution, on parle, voilà, les agents viennent voir un bon joueur de 14 ans. L'évolution physique, psychologique, mentale du garçon qui a 13 ans, 14 ans, dans 3 ans, à 17 ans, on sort de l'adolescence, on n'est plus le même type. On a peut-être d'autres attraits. Donc
C'est ridicule de faire ça, c'est même stupide. Donc, il faut combattre. Le vrai moment où on peut commencer à parler d'avoir un agent, c'est 16, 17 ans, 17 ans qu'on commence d'être un peu formé. Là, on commence, voilà. On sort de l'adolescence, on rentre doucement dans le monde adulte. Jusqu'avant, c'est interdit. Il faut essayer de trouver la meilleure solution possible. Mais pour parler des agents, et puis voilà, c'est catastrophique. Il faut pas, voilà, mais on n'y peut rien. Hein, c'est comme ça. Le monde est là et tout le monde se met autour. Il y a même des parents qui prennent des agents pour des gamins de 13 ans. Hein. Moi, j'ai des écrits, jure-le. Non, arrêtez. Laissez votre fils jouer avec les copains, laissez-le dans votre famille, laissez-le évoluer. Voilà. À 16 ans, il a largement le temps d'y arriver. Quoi. Parce que, on va là. Alors, il y a une exception, parce que Lionel Messi était, voilà, il n'avait pas de moyens en Argentine et qu'on lui a soigné, ça, voilà. C'est une exception, c'est un type sur 7 milliards, quoi. Voilà. Pour le reste, faut laisser les gens évoluer. Voilà. D'autres questions? Alors, moi j'ai une question du coup. Ah, ok, vas-y, balance. Est-ce que dans le monde professionnel, on vous autorise à pratiquer votre foi? Est-ce que vous pouvez aller à la messe le dimanche ou C'est plutôt l'inverse, dans le sens où il faut qu'on se débrouille. C'est-à-dire que les matchs sont fixés. Bon, mais c'est bien fait, hein. C'est-à-dire que si vraiment on a dans les paroisses, entre les messes anticipées, si on regarde bien sur Messe Info, on trouve. Voilà, donc, mais non, malheureusement non. Dans le monde professionnel, il y a les droits de télé, voilà, on ne déroge pas le dimanche. Voilà, bon. Mais si j'étais au pouvoir, ça changerait. Mais bon, je ne suis pas encore. Oui, Ludo, là-bas. Quand vous êtes avec vos collègues, ça vous arrive de parler de Dieu? Oui. Dans le monde du foot, il y a très peu d'athéisme. Ouais. Pourquoi? Parce que quand on est là, on a une telle pression médiatique, une pression sur le terrain, voilà, qu'on est obligé naturellement de se tourner vers quelqu'un qui est plus grand que nous. On est appelé naturellement. Donc il y a très peu d'athéisme. Il y a différentes confessions, des protestants, des musulmans, mais il y a des catholiques évidemment. Mais il y a très peu d'athéisme. Ouais. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller à la messe, voilà, de parler de Dieu. Voilà. Évidemment, on se met par affinité, hein, je veux dire. Mais j'ai eu des échanges aussi avec notamment sur le monde avec le monde juif. Voilà, on parlait de Jésus, voilà, sur l'aspect. Voilà, ils savent que c'est un juif, ils savent qui c'est. Voilà, pour eux, voilà, ils ne reconnaissent pas comme Dieu, mais voilà, on a eu de très bons échanges. Ouais. On parle de Dieu, dans le monde de haut niveau, on parle de Dieu. Vous avez évolué donc dans le milieu professionnel et maintenant vous êtes dans le milieu amateur. Quelle différence vous faites, mis à part tout ce qui est infrastructure et au niveau des entraînements? Et qu'est-ce que vous trouvez de mieux dans l'un et dans l'autre? Le monde amateur a ça là où il y a mon dernier fiston qui a 7 ans, c'est qu'on est encore dans l'esprit du jeu. On vient vraiment pour... on était en entraînement mardi soir, ils ont 9 ans, ils étaient 25, 30. Ils viennent s'amuser, les parents sont là, c'est la beauté du jeu, ils viennent apprendre, ils viennent s'amuser, prendre plaisir, se frotter, progresser, voilà. Ça, c'est le côté qui est sain, c'est le bon côté. C'est-à-dire, ils sortent d'eux, ils viennent faire du sport. Ça, c'est vraiment excellent. Et je l'ai dit tout à l'heure, le monde professionnel, il ne faut pas qu'il se perde. Il est en train, c'est l'argent qui noie tout, quoi. Voilà. Vous êtes obligé d'avoir de l'argent, puisque c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est très curieux, mais le monde du foot, il génère de l'argent. C'est comme le luxe. C'est une des seules activités qui génèrent de la progression, pas de la progression, mais bref, il génère de l'argent. C'est comme ça. Mais par contre, il faut être vigilant, Platini l'a dit, moi je suis d'accord. Voilà, il ne faut pas se laisser... l'argent n'achète pas tout. Voilà. C'est ça? Oui. C'est bon? D'autres questions? Est-ce que dans votre carrière, vous avez eu affaire à des cas de corruption ou de dopage? Parce qu'à l'époque, on a eu des affaires avec Marseille, notamment.
Avec la petite figurine. Question. Ça existe. Ça existe. Après, Je peux faire des coupes, hein. attention à ce qu'on lit, on a eu sur la une, sur TF1. Je peux couper. Le monde du dopage, nous, ça ne nous sert pas beaucoup. Ça va servir au type à courir plus vite, mais c'est pas ça qui va faire gagner un match. Dans le vélo, si vous mettez plein de charges, vous allez rouler plus vite, quoi. Mais nous, l'adresse, c'est très subtil le foot. Je dis pas qu'il n'y en a pas, en tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y a pas eu comme on a vu des athlètes battre le 100 mètres et courir en 6 secondes de 100 mètres, nous, il y en a eu peut-être un petit peu, ça je sais pas. Par contre, la corruption, pour essayer de faire gagner des matchs, s'appeler, machin, peut-être que c'est possible qu'il y en ait eu. C'est possible. Mais j'étais pas là, mais c'est possible. Donc voilà, moi je voulais juste vous demander, vous aviez commencé à m'en parler. Moi je suis directeur du club de foot de La Roche et je voudrais vous avoir dans mon équipe. Comment je fais? Ça se passe une transaction. Vous avez de l'argent ou pas? Pas d'argent. Voilà, vous avez du bon vin. Moi, je suis bourguignon, s'il y a du bon vin, ça va. Ben, en fait, il faut à chaque niveau départemental, régional et national, il y a des entraîneurs qui ont besoin d'avoir des diplômes. C'est comme dans tout, on a des diplômes d'État. Voilà. Il faut être diplômé en fait. Voilà, c'est en fonction, la rémunération est en fonction des diplômes. C'est bon? Très bien, très bien. On va pouvoir maintenant accueillir le père Para. Si... Ah, il y a une question là? Ah, il y a une question. La demoiselle, elle va lui poser une question. Magnifique. Derrière. Elle l'a posée déjà, vous l'avez posée. Pardon. Vas-y. Ah, moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez du foot féminin aujourd'hui et de son évolution? Très bien. Voilà, bonne question. Ben, les filles, elles sont formidables. C'est vrai. Moi, je trouve, ce que j'aime beaucoup chez les filles, elles sont beaucoup plus disciplinées que les garçons, déjà. Plus que nous. Moi, je le vois, quelquefois, il y a des filles à l'entraînement là, chez les jeunes. Tac, elles écoutent. Toujours la tête. On rechigne tout le temps, on n'est pas content. C'est vrai, ça, je dis pas de blague. Et le monde du foot féminin a beaucoup progressé. Après, bon, il y a des fois, on veut nous vendre ça en disant que c'est aussi bien que les garçons et tout ça. Pas encore. Il faut aller doucement. Je ne veux pas être trop dur, mais il faut qu'elle continue à travailler. Tout de suite, les médias sont emballés. Bon, c'était bien, mais continuons. Regardons la suite. Question encore un peu polémique. Qu'est-ce que vous pensez de l'assistance vidéo à l'arbitrage? Ouais, alors c'est bien, mais là ça devient nul. Voilà, ouais, c'est nul, ça coupe l'esprit du jeu. Comme dirait c'est fini, mais c'est naze. Moi je trouve bon. La seule chose que j'aime bien dans l'assistance vidéo, c'est de voir in fine si le ballon est rentré ou non. Là oui. Mais après on dénature tout. On dénature l'esprit du jeu. Il y a main, il n'y a pas main. Ça veut dire, il y a un esprit, il y a une ambition, il y a de la volonté, donc ça coupe, ça, wow. Non, moi j'aime vraiment pas tout ça pour voir. Puis après ça reste aussi subjectif parce que on est tous là et on a tous un avis différent. Alors l'arbitre, il est comme nous, il voit, est-ce que c'est juste, pas juste, il a mis la main, je siffle pas, non, je pense que ça c'est pas bien. Moi la seule chose où est bonne la VAR, encore on parlait de Platini, il y avait une anecdote. Oui. On n'en a pas parlé, de Platini. Ce que j'aime bien chez Platini, c'est qu'il dit la même chose. Enfin, plutôt, moi, je dis la même chose que lui. Pour pas inverser les rôles. Et j'ai une anecdote qui me revient tout de suite, et puis on va arrêter de parler. J'étais en équipe de France Espoir, on joue contre la Pologne, et Michel Platini, alors, peut-être qu'il y en a plein qui ne connaissent pas, mais à l'époque, c'est comme, voilà, vous connaissez plus Mbappé, Griezmann. Et Zidane, bon, vous entendez parler, bon, c'est ma génération, mais Platini, moi quand j'étais gamin, c'était vraiment les anciens, là, ils savent de quoi je parle. C'est la star, c'est quand même Monsieur Platini, quoi. Et on atterrit à Orly, et puis, je sais plus, je prends l'avion et tout ça.
je devais partir le matin de bonne heure, et j'appuie sur je sors de la chambre, de l'hôtel, tac, pour rentrer, je devais jouer à Louan, je crois, bref. Donc, j'appuie sur l'ascenseur, Michel Platini, à l'ascenseur. Voilà. Pour vous, ça vous parle pas? Michel Platini. Ça va? T'as bien dormi? Bien dormi. J'allais fondre. Passer c'était long, juste un grand hôtel, 10 étages. Et voilà. Et il était venu avec les sections de l'équipe de France A. Il était venu voir le match. J'avais arrêté un penalty pour une fois. Et il m'a félicité. Voilà. Félicitations pour le penalty. Alors ça, c'est une des plus belles anecdotes que j'ai avec Michel Platini. Voilà. Mon cœur a failli s'arrêter, genre là, c'est Michel Platini dans l'ascenseur. Vous ne savez pas ce que ça fait. Vous savez pas ce que ça fait. Oui. C'est vrai que notre génération, c'est plus Zidane. On va pouvoir accueillir le padré. C'est vrai que Platini, c'est pas non plus ma génération, c'est mes parents, mais c'est un très grand joueur. Il y a le débat, est-ce que Platini ou Zidane, lequel est le plus grand? Mais c'est vrai que Platini fait partie des grands joueurs, même des plus grands joueurs de l'histoire française, pour faire un hommage à Platini, et même au niveau mondial. C'est quelqu'un qui est très bon sur les tirs arrêtés, très coup franc, ouais, et qui est aussi un très bon attaquant et un très bon passeur, quoi, une vision du jeu très grande. Ils ont fini 3e la Coupe du Monde, je crois. Ça, deux fois 3e, malheureusement. Alors que certainement, pour on m'en donnait pas. Et jouaient mieux que 98. Ils avaient une plus belle équipe, hein, 82, 86. Mais bon, c'est comme ça. Ils ont fini 2 fois 3e. Voilà, donc c'est comme si nous on rencontrait Pelé ou Zidane, quoi, dans l'ascenseur, c'est un peu ça, quoi. Alors moi, j'avais 2 choses à vous dire par rapport à un regard de foi chrétien. C'était qu'a à dire le sport pour la foi, et qu'a à dire la foi en regardant le sport. Intéressant. Qu'a à dire le sport pour la foi, c'est quelque chose, à mon avis, que nous avons à entendre aujourd'hui, c'est-à-dire un effort, un travail, un apprentissage, une persévérance, une ascèse, pour le dire autrement. Et souvent dans l'Écriture, en particulier dans les écrits pauliniens, saint Paul parle un petit peu de la foi comme du sportif. C'est-à-dire celui qui est l'athlète de Dieu, celui qui s'entraîne, celui qui va travailler en vue d'un but. Et là, le sport nous parle de la persévérance, de la constance, de l'effort. Et dans l'Écriture, il nous est dit aussi, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez le salut. Ça, c'est dans Saint Luc. Il y a quelque chose du sport à apprendre, et j'allais dire, quelles que soient nos convictions, mais quand on est chrétien, il y a cette idée il y a un travail sur soi en vue d'aller au ciel. Et ça, c'est très important, même si la grâce est première, le don de Dieu est premier, et notre religion n'est pas une pure ascèse. Il y a des religions où c'est beaucoup plus ascétique que le christianisme, où c'est la technique qui prime. Nous, c'est second, c'est d'abord fondamentalement le don de Dieu, mais il y a quand même un travail, et le sport l'enseigne. Ça, c'est bien. Ça, on a à apprendre cette hygiène du sportif dans la foi. Pour avoir été au séminaire avec un gars qui n'avait pas fait du foot, mais qui avait fait un très haut niveau de l'Aveyron. Et lui avait arrêté, et l'Aveyron, on est très bon sur le tard, en fait. C'est des sports d'hyper-endurance, c'est comme le cyclisme. On est très bon sur le tard, et lui avait arrêté, mais ses collègues avec qui s'entraînait sont partis au championnat du monde. Et en fait, je voyais l'ascèse du sportif après au séminaire. Ça détonnait. Et ben, je vous souhaite d'être des sportifs de Dieu. On dit ça de Jean-Paul II, l'athlète de Dieu. Ben, je vous souhaite de vivre ça. Ça, c'est ce qu'a à dire le sport pour la foi. Maintenant, la foi au regard du sport, je reprends ce que vous avez dit, Dieu était content qu'on gagne la Coupe du Monde. Mais ça, c'est intéressant de comprendre cela. On a dit ça à un saint un jour, je ne sais plus qui c'est, un jeune saint, on leur a dit, on a fait une sorte de petit sondage de l'époque, hein. C'est-à-dire à l'époque il n'y avait pas de sondage, il n'y avait pas de télévision, mais il y a des gens qui posent la question, qu'est-ce que vous feriez si maintenant vous mouriez? Il y en a qui vont dire, ben voilà, je me confesserai, d'ailleurs c'est bien de se confesser, voilà, je ferai mon examen de conscience, je changerai de vie, ça veut dire, ben, ils vivent mais pas une vie très claire. Et il y avait un jeune qui joue au sport, qu'est-ce que vous feriez
si vous allez mourir. Je continuerai à faire du sport parce qu'en ce moment, je suis avec Dieu. Très intéressant. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre la foi et la piété. C'est quelque chose qui est constructif, collectif, en vue d'une ambition qui nous fait grandir, comme dans le sport, comme c'est créé. L'être humain, pour se donner, pour faire des efforts, et ben Dieu est heureux. Il y a une manière sanctifiante de faire du sport. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut, j'allais dire, se brider sur l'expression du corps. Le corps a le droit d'être domestiqué, comme la 16, le sportif, mais il a le droit aussi de s'exprimer dans des règles, et cela est à la louange du Créateur. Donc la foi au regard du sport, c'est une belle chose. Oui. Les saints, les papes de l'Église catholique ont écrit aux sportifs au XXe siècle. Je crois que c'est Paul VI en particulier. Paul VI sur Paul II. Voilà, Paul II, j'ai un petit clin d'œil, il était gardien de but. Ah oui, oui, c'est ça, on le voit dans la vidéo Carole. On voit dans la vidéo Carole. Ah oui, c'est bon, ouais. Écoutez, un grand merci à vous. Merci d'avoir invité. Vous aviez un mot à dire à un jeune qui est devant la caméra, qui se pose des questions peut-être sur l'effort, le sport ou la persévérance ou même la foi. En quelques mots. Aimé Jacquet, je reprends Aimé Jacquet. Ouais, voilà, il a dit que Dieu était content pour quand la France a gagné la Coupe du Monde, bien sûr. Mais son premier principe, c'était de dire que le sport, le football, est vie. C'est vie dans le sens où ça nous pousse à vivre, ça nous pousse, on l'avait dit, on n'est pas manichéen. Je veux dire, on a un corps, on est vraiment incarné, donc, et tout ça est bon, ça nous amène à Dieu. Et Dieu nous amène au sport, et par le sport, on peut le rencontrer. Donc voilà, faisons du sport et puis continuons de prier. Merci. Merci. On va terminer par notre slogan. On applaudit aussi le jeune journaliste pour qui c'est la première. C'est la deuxième. Oh là là, j'ai perdu. Parfait, très bien. On va faire notre jingle habituel. Ouais, une journaliste au milieu là. Dans la caméra. Wednesday Event, c'est du loulou, du gros loulou. Merci.